Aujourd'hui, nous sommes le 23 février 2014. Hier, c'était le 21 février 2014. Le 22 février n'a jamais existé pour moi. Je viens de passer la ligne du changement de date au milieu du Pacifique, quelque part entre Tahiti et la Nouvelle-Zélande. Je suis en train de faire le tour du monde. Et comme je vais plein ouest, dans le sens inverse de Phileas Fogg, une journée disparaît. C'est quand même curieux, une journée qui n'existe pas. J'en suis plus à une surprise près. Parce qu'il s'en passe des choses inattendues quand on fait un tour du monde. Surtout quand on le fait seul. Pourtant, rien ne me poussait à cette aventure-là. Tout va bien. J'ai une vie riche, riche d'amis, riche d'une famille aimante, riche d'un métier passionnant en intelligence collective auprès de grandes entreprises, riche déjà de voyages en sac à dos. Mais voilà. Je viens d'apprendre que David, un ami, est gravement malade. David et moi avons le même âge. Ce n'est pas le premier de mes amis à être atteint, et là, c'en est trop. Alors je décide de faire quelque chose d'important, sans attendre un hypothétique plus tard. Quelque chose pour moi. Je vais faire le tour du monde, seul. Un truc un peu fou, comme un défi. Au-delà du même pas cap, mon objectif est de changer de rythme, d'expérimenter d'autres modes de vie, de sortir de ma bulle, mon système de référence, de voir différemment, de voir grand aussi. Le plus dur, c'est de prendre la décision de partir. Pas de partir. Après, c'est facile. Nous sommes le 23 février 2014. Ça fait 4 mois que je suis partie. Et je repense à tous les gens qui, avant de partir, m'encourageaient avec leurs questions hyper bienveillantes. T'as pas peur ? Et si tu te fais agresser ? Non mais, tu vas perdre tous ces mois de salaire là ? T'as pris quoi comme assurance ? Bon, est-ce que tu veux vraiment partir là ? Ces angoisses parlent plus d'eux que de moi. Et de toute manière, les avions décollent face au vent alors. Bien sûr, ces questions d'organisation, je me les suis posées. Un peu archi dernière minute dans mon cas. Alors ça passait de mais par où je passe à la question fondamentale de combien de paires de chaussures je prends dans mon sac à dos. Et je me suis vraiment posé la question pour les petits talons là, parce que non mais attends, les petits talons, si je suis reçue à l'ambassade, j'ai bien fait de les prendre parce que j'ai vraiment passé une soirée chez un ambassadeur. Il se passe plein de choses pas prévues quand on fait le tour du monde. Nous sommes le 23 février et je survole l'Atlantique. Je repense à un autre grand océan. Je survole le Pacifique parce que je repense à un autre grand océan, l'Atlantique. Lui, je ne l'ai pas survolé, je l'ai traversé à la voile. Oui, parce que le tour du monde, je l'ai commencé par une transatlantique sur un bateau. Pour prendre le temps, pour tout couper, y compris la sonnerie du téléphone, pour larguer les amarres dans tous les sens du terme. Ça permet de laisser à terre beaucoup de choses qui font carrément du bruit. Alors j'ai cherché un embarquement, j'ai répondu à une annonce sur Internet, et me voilà avec 2 marins que je ne connaissais pas avant de monter à bord. Nous sommes 3. Et ça laisse du temps seul sur le pont, surtout pour les quarts de nuit qui sont super longs. Le temps. Il y a beaucoup de questions de temps. Et le temps, quand on voyage, c'est pas le même qu'ici. Quand on est petit, l'échelle de temps est à 1 journée. Puis après, ça passe à la semaine avec les mercredis et les week-ends. Puis après, les trimestres, quand on a les bulletins scolaires, les vacances. Puis on finit par compter en années. Et même plus quand les responsabilités familiales et professionnelles nous obligent à nous projeter constamment. L'été prochain, on pourrait aller là ?
Alors, dans 2 ans, moi, je change de poste. Et ma maison, j'ai fini de la payer dans 20 ans, moi. Quand je voyage, mon échelle de temps passe à la semaine, voire à la journée. Je ne sais pas de quoi les jours suivants seront faits. Ça va dépendre de la météo, de mon énergie, et puis surtout, des rencontres au fil de l'eau. Parce que les rencontres, on en fait plein, et dans mon cas, il y en a eu beaucoup qui m'ont fait changer d'itinéraire. Et même si j'en avais envie, je ne pourrais matériellement pas tout organiser. C'est impossible de tout prévoir. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est comme si le temps se dilatait alors que je suis dans un espace de temps très contraint. Par exemple, une escale, la durée d'un visa. Et c'est comme ça qu'une heure en attendant un train peut paraître immense, riche. Il se passe plein de choses. C'est là où profiter du temps présent prend tout son sens pour moi. Les latins parlent de hic et nunc, ici et maintenant. Un jour, ou plutôt un matin, dans le désert rouge du Wadi Rum en Jordanie, le soleil qui se lève, magnifique, se fait piquer la vedette par une petite fourmi à mes pieds qui transporte une brindille de 10 fois sa taille. C'est un trésor inestimable pour elle parce qu'une brindille dans le désert, c'est super rare. Et elle a dû crapahuter sacrément loin de sa fourmilière pour la trouver. Et en plus, elle la rapporte, sûrement pour construire une autre fourmilière, agrémenter la sienne, je ne sais pas. Et comme cette brindille démesurée se bloque dans les aspérités du terrain, elle fait changer la fourmi de direction. Aller loin, trouver un trésor, le rapporter et l'incorporer dans sa vie future, infléchir son chemin, comme le tour du monde que je suis en train de vivre. On est tous passés à côté de ces transports de titans par des fourmis, moi aussi. Sauf que là, je la regarde vraiment. Pour ne pas oublier l'infiniment petit, au milieu de grands moments exceptionnels. Les scientifiques parlent d'espace-temps. Et bien pour moi, l'espace-temps, c'est le temps qui prend toute sa place quand je voyage loin. D'ailleurs, chacun met ce qu'il veut derrière aller loin. C'est la question que j'ai posée aux gens que j'ai rencontrés sur la route. Quel est le plus loin où vous êtes allés ? Parce que cette question, je me la pose. C'est quoi le plus loin ? Qu'est-ce qui nous pousse ? Qu'est-ce qu'on y trouve ? Et je me suis dit qu'en posant cette question à des gens qui vivaient autrement, ça me parlerait beaucoup de leur choix de vie, de mes choix de vie. C'est des gens que j'ai rencontrés dans la rue, un échange de sourires, parce qu'il faut que je demande mon chemin, ou je ne comprends jamais rien à la carte du restaurant parce que je ne parle pas toutes les langues du monde, ou en train d'attendre un petit avion qui n'arrivera jamais dans un aéroport qui n'a d'aéroport que le nom, dans un désert en Amérique latine, quand mon vélo est tombé en rade, le sketch. J'étais hyper contente de voir une voiture arriver, et on ne s'est pas quitté pour un bout de temps, ou dans les bus d'Asie du Sud-Est. Je ne sais pas si vous connaissez, mais alors la technique de remplissage, c'est minimum 3 personnes pour 2 sièges. Donc forcément, ça incite à la rencontre. Et vous venez d'où ? Ou encore, par hasard, sur le toit d'un immeuble de la vieille ville de Jérusalem. Ça a été des rencontres d'1 heure de discussion sur un banc à plusieurs jours, pour ceux qui m'ont invité à vivre avec eux, chez eux. Qu'importe le temps, à chaque fois, ça a été des rencontres vraiment fortes. J'ai publié une centaine de portraits à travers cette même question que j'ai posée. Quel est le plus loin où vous êtes allé ? C'est Pio Pio, la jeune birmane, qui rêve d'être guide pour touristes maintenant que le pays est ouvert. Elle rêve de Mandalay, Yangon, Bagan. Elle n'est jamais allée dans ces grandes villes.
Parce que le plus loin où elle est allée, elle, c'est à Tanguy pour faire ses études à 100 km d'ici. Et pour elle, c'est énorme. C'est Steve, à qui le look de junkie sur le retour m'aurait pas donné spontanément envie de lui parler si on n'avait pas été voisins de bus pour Thaïlande. Alors là, je précise, pour la photo, il s'est fait super beau. Et Steve, c'est 3 vies en une. Ça commence par le commerce de pierres précieuses en Europe, avec la vie sex, drug and rock and roll qui va avec. Puis après, il tombe amoureux. Alors, c'est la vie rangée au Canada, et il monte une activité de dépollution pétrolière. Et maintenant, c'est la protection de chiens errants en Inde et en Thaïlande. Et quand je lui demande, mais quel est le plus loin où tu es allé? Il me répond, mais à chaque fois, mais je suis allé le plus loin possible. Et quand on l'écoute, alors là, on le croit sans problème. C'est Margie, la délicieuse Margie, qui a laissé son fils en Philippines. Son fils a 2 ans, et elle vient travailler à Singapour comme nounou, pour gagner de l'argent, pour pouvoir l'élever, ou plutôt le faire élever. Alors, loin de son fils, elle s'occupe des enfants des autres. C'est Tinil Maou. Le plus loin où il est allé, c'est au bout de son île, là où il habite depuis l'âge de 15 ans. Les Maou sont des hommes efféminés qui sont plutôt bien acceptés en Polynésie, sauf par le père de Tini, qui est boxeur tahitien. Alors, quand il est adolescent, Tini fuit son père et Tahiti pour arriver sur cette île où je le rencontre. Forcément, le bout de l'île, ça veut dire beaucoup pour lui. C'est Erika, sur une autre île de Polynésie. Et justement, cette île-là, elle me la montre. Elle me montre la face cachée, celle qu'on ne voit pas aux touristes, qu'on ne voit pas quand on est touriste. Un truc vraiment moche, les trucs qui tournent pas rond. Et également, par mégarde, elle me dévoile des traces de violence conjugale qu'elle me racontera. J'écris son portrait, elle aussi. Je lui demande de l'autorisation de le publier, comme je l'ai fait pour les autres. Elle me dit oui, et puis les chemins se séparent. 2 mois plus tard, je reçois un message d'elle. Elle me dit que les mots que j'avais écrits lui avaient donné confiance, qu'elle ne voulait pas être la femme de ce portrait-là, qu'elle avait réagi et que son compagnon était maintenant en prison. Sans le vouloir, j'avais fait infléchir un petit peu le chemin de vie de quelqu'un. On ne sait pas la puissance de ce que l'on donne. J'ai beaucoup reçu des autres et je ne suis pas sûre qu'ils l'aient su. Je repense à mon ami David. Il est décédé alors que je randonnais dans les Annapurna. Et je lui ai jamais dit qu'il avait été le déclencheur de ce tour du monde. Et ainsi, il me rappelle un peu tard, mais il me le rappelle quand même pour aujourd'hui, qu'on ne dit jamais assez aux gens qui comptent pour nous. Et des gens qui comptent, on en rencontre autour du monde. Des gens à qui on n'a pas le choix que de faire confiance, ou plutôt des gens à qui on fait le choix de faire confiance. Je repense à ceux qui m'ont accueilli chez eux, parce qu'il faut quand même faire confiance quand on ne les connaît pas de la veille et aller habiter parfois 1 semaine avec eux, ou prendre place à bord d'un avion biplace avec juste un pilote russo-tchétchène qui m'emmène. Bon ben, là, il n'y a pas le choix, il faut faire confiance. J'ai publié ces portraits et d'autres chroniques sur Internet. Ils en disent beaucoup sur la vie des autres, sur le regard des autres, sur notre perception et nos propres choix. Je ne voulais pas garder ces histoires pour moi, j'avais envie de les partager et puis je me suis dit que ça pouvait être un coup de pouce pour ceux qui hésitent à partir. Seul peut-être. Voyager seul, c'est très facile. C'est beaucoup plus facile qu'on l'imagine. D'abord, on n'est jamais seul. Alors, je ne parle pas des autres voyageurs sac à dos. On peut faire un bout de chemin avec eux, sans problème. Moi, j'ai fait le choix d'être avec les habitants qui m'ont ouvert leurs portes. Voyager en solo, c'est pas être seule. C'est être pleinement indépendante,
et complètement libre de toute contrainte. À ce moment-là, il y a un silence intérieur qui apaise, qui ouvre, qui laisse sa place à l'imprévu. Et ce silence permet de créer les conditions pour que des choses arrivent. Et des choses arrivent. Je m'étais dit que, en partant au bout du monde, mais au bout, sans jamais me retourner, à la fin, j'arriverai chez moi. J'ai trouvé l'idée géniale, et je m'étais dit, ça sera mon plus loin à moi, j'avais tout prévu. Sauf que voyager seul, c'est accepter d'avoir pour compagnon de route l'inattendu. Alors oui, je suis arrivée au bout, oui, j'ai fait le tour du monde, oui, je suis arrivée chez moi, et ça avait plus d'importance, c'était plus une question de distance ou de défi. Le plus loin où je suis allée, c'est d'avoir voyagé dans un espace-temps différent, d'avoir pris des chemins vers l'imprévisible. Et aujourd'hui, je continue à le faire en voyageant et d'une autre manière aussi au quotidien. Chacun sa façon. Chacun sa façon de trouver son espace-temps et de nourrir son besoin d'imprévisible. Christophe Colomb disait « On ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va. » Merci.